Oui, oui. Il y a des rumeurs qu'il a mangé mon camoul de lait. Mais si c'est le cas, il va voir. Je vais le... Mais qu'est-ce que tu fais? On est en direct. Quoi? Oh non, mince, j'ai fait tomber le micro. Bonjour Internet, bienvenue dans Tous Congolais. Le show d'un aventurier qui veut faire ce que Lara Croft de Tomb Raider a fait avec l'Égypte, faire des recherches, mais sur le pays connu sous le nom Congo. Ou peut-être que je devrais appeler le show Toum Congo. Vous comprenez? Tomb Raider, Toum Congo. Ok, d'accord, je m'excuse. Laissez faire mieux que ça. Dans une des vidéos précédentes, j'ai parlé de la tribu des Baluba qui se trouve surtout au Kasaï occidental et au Kasaï oriental. Dans cette vidéo, nous allons faire comme dans la vidéo des Tétéla, on va aller à la recherche de l'histoire qui marque le plus ces tribus. Chez les Tétéla, leur rébellion était probablement la raison pourquoi ils sont connus comme des personnes têtues ou guerriers. Je pense que chez le peuple Baluba, ce serait plus intéressant de parler de l'ancien royaume Luba. Ça devrait être l'histoire qui leur marque le plus. Et en plus, je trouve qu'en tant que Congolais, ce serait bel et bien important de comprendre qu'il y avait plusieurs royaumes, non seulement au pays, mais aussi en Afrique tout court. Voilà une raison de plus pourquoi il faudrait chercher son histoire. Parce que perdre ses origines et perdre son histoire, c'est un peu comme si on perdait notre chez-soi, n'est-ce pas? Et maintenant, par où commencer? L'Empire Luba était ce royaume établi sur le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo. Le royaume s'étend du nord Katanga vers le Maniema et la province orientale en passant par le Kasaï de l'Est et de l'Ouest. Il a prospéré du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Et quand un royaume fait plus de 4 siècles, vous devez directement comprendre qu'il ne s'agit pas de n'importe quel royaume. L'Empire Luba, comme j'ai dit, était énorme, était très organisé et avait influencé d'autres royaumes en Afrique. Comme j'avais expliqué dans la vidéo concernant le peuple Baluba, quand on parle du terme Luba, vous devez retenir que le nom s'applique à une variété de peuples qui, bien que d'origines différentes, parlent de langues étroitement apparentées, présentent de nombreux traits culturels communs et partagent une histoire politique commune avec les anciens membres de l'Empire Luba. Donc les origines du peuple Luba est à ce point quand même assez clair. Par contre, quand on parle de l'origine du royaume, c'est peut-être là que ça devient un peu plus compliqué. Voilà pourquoi je vais faire de mon mieux de vous expliquer. Selon les sources, l'ancêtre commun des Baluba serait un certain Nkole. Il n'a pas été précisé s'il s'agissait d'une personne, mais par contre, ce que je peux dire, en Ouganda, à l'est du Congo, il y a une population bantoue vivant au sud-ouest du pays et il se nomme aussi Nkole. Ce même peuple était le principal fondateur du royaume d'Ankole, un des 5 royaumes traditionnels de l'Ouganda, situé à l'est du lac Albert. Et comme disent les sources, et comme j'expliquais dans la vidéo précédente concernant le peuple Baluba, l'Empire Luba fut créé par des princes issus de contacts entre les locuteurs de langue bantouphone, pour la plupart appartenant à la classe dirigeante dans leur pays d'origine. Il ne faut surtout pas oublier que dans ce temps, on ne parlait pas encore de Congo ou d'Ouganda. Mais ça pourrait indiquer que le royaume d'Ankole et le royaume Luba devraient avoir pas mal de points en commun. Ça va exiger d'autres recherches. La tradition orale Baluba précise que le royaume fut fondé par les Basongé, venus de Maniema au nord, sous le chef Nkongolo Mwanza, qui unifia les petites chefferies locales. Les Basongé sont eux aussi un peuple bantou en RDC, situé comme le peuple Baluba au Kasaï occidental et oriental, mais aussi au Maniema et au Katanga. Avant l'arrivée de chef Kongolo, il y avait quand même une certaine division dans ces terres. Pas très étonnant. Selon l'anthropologue Jan Vansina, vers 1500, avant l'instauration de l'Empire, il y avait une division en une multitude de petites chefferies, plusieurs villages, tous avec leur propre autonomie. Je vous explique. Dans la partie occidentale, les peuples étaient gouvernés par les Bungo, un peuple bantou en RDC, ancêtre du peuple Lunda et donc futur fondateur du royaume Lunda, qui est un autre royaume que je vais aussi aborder dans une autre vidéo. Dans la partie centrale, entre les Mbuji-Mayi et les lacs du Katanga, vivaient les ancêtres des Luba du Katanga. Il y avait là 2 autres royaumes de dimension plus importante, celui des Kanyok et celui des Bena Kalundwe. Concernant ces 2 royaumes, il y a très peu de sources qui en parlent, va donc falloir que je cherche plus loin. Trop de mystères mes amis, trop de mystères. À l'est des Mbuji-Mayi, les chefferies étaient très petites et la population qui y vivait s'appelait les Kalanga. Entre les lacs et le lac Tanganyika vivaient les ancêtres des Hemba, qui est un autre peuple bantou en RDC. Donc vous voyez, ces terres étaient déjà occupées, tous avec leur propre identité et structure. Et les sources que j'ai employées n'arrivent même pas à déterminer à quel niveau d'organisation politique ces régions étaient parvenues. Chef Kongolo,
qui était un émigrant à cette époque, apparut dans les pays des Kalanga environ en 1550. En route, il soumit des villages isolés et des petites chefferies et édifia sa capitale à Mubele. Peu après, il devena le fondateur de ce qu'on appelle le premier empire Luba. Peu de temps après qu'il s'y fut installé, un chasseur du nom d'Ilunga Mbili, venant de l'est de la province de Lualaba, arriva avec sa troupe près de la capitale. Mais avant d'arriver devant le chef, il rencontra d'abord les deux demi-sœurs nommées Bulanda et Mabela, qui avaient reconnu le chasseur comme étant noble. Il décida de l'emmener en présence du chef Kongolo. Le chef l'accueillit correctement et l'avait éventuellement placé à la tête de son armée. Ilunga Mbili était un stratégiste et conseilla le chef en matière de guerre et politique. Ses conseils étaient précieux parce que l'empire Luba ne faisait qu'expandre. Et du coup, le chasseur avait eu le droit de marier les deux demi-sœurs. Un peu après, dans des circonstances assez mystérieuses, le chasseur repartait pour son pays natal. Nul ne sait pourquoi il décida de quitter. Il y a des sources qui expliquent qu'il avait probablement une violente dispute avec chef Kongolo, homme rude qui refusait d'apprendre du nouveau venu les manières et subtilités du métier de chef. Chasseur Ilunga Mbili venait manifestement d'une chefferie très bien organisée, même si on ignore son emplacement. En essayant de donner quelques conseils au grand chef, il se peut que ça a touché la grande fierté et l'ego du chef Kongolo, qui aurait peut-être menacé le chasseur, mais nul ne sait. Une autre source explique qu'Ilunga Mbili était aussi connu en tant que prophète. Il était craigné pour ses habiletés mystiques. Il avait introduit son dieu, sa religion et sa culture au royaume, et il devena très populaire aux yeux du peuple, ce qui créa beaucoup de conflits entre le chasseur et le chef Kongolo, qui petit à petit vivait dans l'ombre du chasseur. Alors le chef décida de l'éliminer. Après le départ, les deux sœurs ont tous les deux eu un enfant. Bulanda mit au monde Ilunga Kalala et Mabela mit au monde Kisulu Mabele. Les sources parlent surtout du jeune Ilunga Kalala qui, à l'âge adulte, était devenu un merveilleux guerrier et aida chef Kongolo à soumettre toute la partie sud du royaume. Une conquête qui dura 20 ans, voire plus. Ça ne veut pas dire que le demi-frère n'a pas de grande valeur, parce qu'en fait, le demi-frère a joué un grand rôle pour l'empire Lunda. Mais ça sera pour une autre vidéo. Ilunga Kalala avait beaucoup contribué à cette conquête. En conséquence, le peuple l'aimait, l'appréciait et avait une réelle confiance envers lui. Chef Kongolo prit ombrage des succès de Kalala. Et donc, l'homme rude décida alors de l'assassiner. Le jeune Kalala était capable de s'enfuir et se réfugia au pays de son père guerrier pour revenir ensuite avec une armée. C'était au tour de chef Kongolo de fuir, mais il fut trahi par ses propres sœurs, il fut capturé et éliminé. Jeune Kalala, fils du chasseur, devenu chef à son tour, s'empara du royaume et bâtit sa capitale à Mwanza, à quelques kilomètres de Mubele, où ancien chef Kongolo avait bâti sa capitale. C'était le début de la seconde empire Luba. Et donc voilà l'histoire concernant les origines du royaume. Comme a été indiqué, le royaume a existé plus de 4 siècles. Donc il y avait plusieurs souverains et le royaume a sans aucun doute grandi au fur et à mesure. Le succès du royaume Luba était dû en grande partie à son développement d'une forme de gouvernement suffisamment durable pour résister aux perturbations de conflits de succession et suffisamment flexible pour incorporer des dirigeants et des gouvernements étrangers. Le modèle de gouvernance de Luba a connu un tel succès qu'il a même été adopté par le royaume de Lunda et s'est répandu dans toute la région qui est aujourd'hui le nord de l'Angola, le nord-ouest de la Zambie et le sud de la République démocratique du Congo. Le royaume fut un État centralisé, ce qui veut dire que l'autorité centrale détient la totalité des pouvoirs en matière politique, administrative et financière. La sophistication politique de l'empire Luba fut l'adoption de 2 couches de pouvoir. La première couche de pouvoir passait par le roi qui était le principal architecte de la loi et l'ordre au royaume. Le roi était connu sous le nom de Mulopwe et régna avec l'aide d'une cour de nobles connue sous le nom de Bamfumu. Concernant la deuxième couche, plusieurs villages formaient ensemble une chefferie. La chefferie avait à sa tête un chef territorial aussi appelé Kilolo. Et plusieurs chefferies formaient une province placée sous la direction d'un chef provincial. Toutes les provinces ensemble formaient le royaume. C'est quand même une excellente stratégie pour gouverner, parce que ça devrait déjà réduire les chances de révolte. Les peuples locaux auraient alors la chance de garder leurs traditions et ne devraient pas changer leur mode de vie. Il semble qu'un certain nombre de chefferies aient été héréditaires. Avec ça, je veux dire, ces chefs qui occupaient déjà des terres bien avant d'être liés à l'empire Luba avaient le droit de rester chefs et de transmettre leur domaine aux descendants.
à condition bien sûr qu'ils prêtent allégeance au royaume et qu'ils entretiennent de bonnes relations. Par contre, d'autres domaines étaient gouvernés par des chefs nommés par leurs supérieurs immédiats et confirmés dans leur nomination par le roi. Et tous ces chefs nommés par le roi étaient appelés Balopwe, c'est-à-dire membres des lignages de Kongolo ou de Kalala Ilunga. Et donc, ces deux couches de pouvoir assuraient la stabilité de la gouvernance grâce à l'équilibre mutuel. À la formation du royaume Luba, l'économie est devenue complexe et basée sur un système féodal, un système politique dans lequel l'autorité centrale s'associe avec les chefs locaux, et ces chefs locaux s'associent en retour avec leur population selon un système de services et d'obligations. Ce système féodal redistribuait les ressources agricoles, de chasse et d'exploitation minière parmi les nobles. Cela a permis au royaume de poursuivre leur domination dans une grande partie de l'Afrique centrale. Il y avait donc une sacrée hiérarchie et aussi une sacrée civilisation bien structurée. Le gouvernement central comprenait différents rôles et fonctions attribués à différents personnages. Il y avait le roi, avec son conseil bien sélectionné. Il y avait des commandants de corps d'officiers qui formaient la seule force de police permanente du royaume. Il y avait des gardiens, appelés Inabanza, qui étaient responsables des emblèmes sacrés. Ces gardiens étaient l'associé du Sungu, qui était le chef provincial le plus important. Il y avait les ministres du roi et aussi un premier ministre nommé Ntwit, chargé de finances. Il y avait le chef de l'armée nommé Kalala et il y avait encore bien plus de postes. Le royaume était complexe mais structuré, sans oublier que chaque population Luba était liée à un groupe secret nommé Bamboudier, qui gardait la mémoire des Luba vivantes et avait aussi le rôle d'enseignant, pour bien transmettre la culture, l'idéologie et les traditions du royaume. C'est impressionnant parce que le royaume Luba, ou même les autres royaumes en Afrique, ne sont pas directement les royaumes que vont adresser nos professeurs en Europe. Ça préfère surtout parler des Romains. Voilà l'importance de se renseigner davantage. Et c'est un réel plaisir de pouvoir vous donner des pistes. Mais avec ces sources qui confirment que le royaume avait un système féodal, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça signifie réellement? Le système féodal est un système qui était aussi utilisé dans les anciens royaumes en Europe. Pensez au roi Louis XIV, qui a comme pseudonom le roi Soleil. Une des raisons pourquoi il était réputé d'être un des plus grands chefs de l'histoire, ou en tout cas de l'histoire de la France, c'est justement grâce au système féodal. Il encourageait les pouvoirs communaux et était capable de faire en sorte que les chefs communaux s'engagent aussi pour le bien de la patrie. Et l'empire Luba avait un tel système, et d'après que je le sache, le système n'était pas inspiré de ces anciens royaumes en Europe. C'était une construction endogène, ça venait d'eux-mêmes. Il y a bien sûr pas mal de points en commun avec ces autres royaumes en Europe, mais chaque royaume avait un peu sa propre touche, dépendant de plusieurs facteurs comme la culture, la position géographique, les pays voisins, etc. Mais le fait que le royaume Luba ait existé plus de 3 à 4 siècles prouve le succès, prouve qu'il y avait déjà des organisations bien structurées avant la colonisation, prouve que le peuple bantou est plus intelligent et plus capable qu'eux-mêmes le pensent, prouve que si jamais on désire une renaissance congolaise, qu'il faudrait que ce soit endogène. C'est uniquement par nos propres forces, nos propres connaissances, nos traditions et notre histoire qu'on pourrait changer de façon positive et davantage. Pas mal d'autres royaumes en Afrique se sont inspirés de la façon dont le peuple Luba a gouverné. C'est une histoire qu'on ne peut pas juste mettre à l'écart. Pour terminer, le royaume fut, fin de compte, détruit à cause d'un mix de conflits internes et externes. L'empire fut divisé en deux par une dispute de succession, mettant fin à l'empire comme État unifié. Il y avait aussi les colons belges qui commençaient à attaquer l'empire pour leur profit, et petit à petit, le royaume arriva à sa fin, et ce qui en restait était absorbé dans l'État libre du Congo belge. Et ça, c'est pour une autre vidéo. Voici la fin de cette vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Hélas, il n'y avait pas grand chose écrit concernant l'empire, sinon j'aurais pu parler un peu plus. Mais à la fois, vu que l'empire Luba avait cette tradition orale, ça réduit les chances d'avoir des grands archives. Nous devons nous contenter de ce qu'on a. D'un point de vue historique, nous avons vraiment un grand potentiel, un très grand potentiel. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on mène surtout le bon combat, qui est selon moi surtout contre soi-même, vu que déjà, pas beaucoup sont au courant de leur propre histoire, qui est bien plus riche qu'on peut s'imaginer. Bref, mes amis, sachez que j'ai encore beaucoup de vidéos en stock. Le Congo est si grand, on s'est parlé de pas mal de choses. Je parlerai de l'état libre du Congo belge. Je pourrai aussi éventuellement parler des croyances du peuple Luba. Je parlerai d'autres royaumes, d'autres tribus, d'autres anecdotes. Il suffit juste d'être un tout petit peu patient et n'oubliez pas de partager les vidéos. Et avant que vous le saviez,
il y aura une autre vidéo.